Hello à tous et bienvenue dans Pop Thérapie. Je suis Anaïs et je suis toujours accompagnée d'Elvin. Hello tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve pour un format mini-pop. Et oui, un mini-pop sur un artiste qu'on nous a demandé plusieurs fois parce que lui c'est un peu l'artiste sur lequel tout le monde a un avis, même les gens qui n'ont jamais vraiment écouté cet artiste. Exactement, je sais pas si vous l'aurez deviné, mais on va parler du célèbre Harry Styles. Et l'idée aujourd'hui, on va pas se contenter de faire une liste de ses chansons, on va essayer de comprendre qui il est vraiment, d'où il vient, ce qu'il a construit, pourquoi il provoque autant de réactions. Parce que Harry Styles, ce n'est pas juste un mec avec une coupe de cheveux stylée et un corps gravé dans la dans le marbre. Dans la pierre. Ouais. Harry Styles, il est quand même sexy as fuck, hein. Donc, si vous l'avez déjà dans votre playlist, cet épisode va vous donner des clés pour aller plus loin. Et si vous le connaissez pas vraiment, ou si vous vous demandez pourquoi, eh bien, tout le monde en parle, c'est un bon moment de découvrir Harry Styles. Exactement. Et c'est parti. On va commencer cet épisode avec bien sûr la base de Harry Styles qui a démarré avec le groupe One Direction. Je pense que One Direction, ça parle quand même à pas mal d'entre vous. Donc, pour comprendre Harry Styles, en solo en tout cas, il faut forcément passer par One Direction. Et ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Certaines personnes connaissent Harry, mais n'ont jamais vraiment suivi le groupe. On remonte un peu le temps, on revient en 2010. Ils se forment donc dans X Factor UK. Chacun avait auditionné seul. Les juges, eux, ont décidé de les regrouper. Et là, explosion immédiate. 5 albums en 5 ans. Donc un album par année, c'est vous dire que ça a dépoté quand même, hein. Il y a eu des tournées mondiales, un fandom qui était absolument dingue. Et vous allez me dire, Harry Styles ont tout ça. Eh ben, il n'avait que 16 ans à la formation du groupe. Et ce qu'il vit entre 2010 et 2016, c'est une chose totalement hors norme pour un adolescent. Il grandit sur scène, sous les projecteurs, avec des millions de personnes qui projettent sur lui. Le truc avec One Direction, c'est que les membres n'avaient pas vraiment d'identité artistique propre dans le groupe. C'était plutôt un objet pop collectif. Tu chantais les chansons du groupe, tu habitais l'image du groupe, donc forcément, quand le groupe se dissout entre guillemets en 2016, parce que officiellement c'était annoncé comme une pause, mais finalement le groupe s'est séparé. La question pour chacun, c'était qui es-tu en dehors de ça? Et cette question-là, Harry Styles, il va y répondre d'une façon qui va surprendre beaucoup de monde. Parce que sortir d'un boys band mondial pour faire une carrière solo, c'était un pari plutôt risqué. Les exemples qui s'en sont bien sortis font clairement pas une majorité. Et là, t'as une espèce de double pression. D'un côté, le grand public qui attend de voir si tu existes vraiment sans le groupe, et de l'autre, une fanbase immense, les Directioners, qui est attachée à une image très précise de toi, qui a fantasmé sur toi depuis que tu as 16 ans et qui va scruter chacun de tes mouvements. C'est donc forcément beaucoup à gérer. Et ce qui est intéressant avec Harry, c'est la direction qu'il a choisie. Il aurait pu faire de la pop très lisse, très grand public, plutôt rassurante, mais il a fait le choix totalement inverse. Il se dirige vers le rock. Les années 70. Donc forcément, on va citer Mick Jagger, David Bowie, Fleetwood Mac. Son premier album, en 2017, est une déclaration d'intention assez claire. Je ne suis pas là pour faire la version solo de One Direction. Et c'est justement à ce moment-là, Anaïs, que je te laisse la main pour présenter ce premier album. Et oui, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier album d'Harry Styles qui se prénomme tout simplement et sobrement Harry Styles, qui est sorti en 2017, comme l'a dit Elvin, et c'était un peu le coup de poker pour Harry Styles. Parce que franchement, personne ne s'attendait à ça. C'est un album plutôt rock classique, presque anachronique. Il y a des guitares, il y a une production qui sonne plutôt vintage. On sent une influence très 70s, très assumée. Sign of the Time, le single de lancement, dure plus de 6 minutes et c'est du rock piano. C'est pas du tout un format qui a été formaté pour la radio. Et pourtant, ça marche. D'ailleurs, petite anecdote pour ce clip, pour Sign of the Time, il me semble que c'est un clip qui a été réalisé par Woodkid. Ah, mais oui, je crois que tu as complètement raison. Voilà. J'adore Woodkid Petite, en plus. pour vos petits dîners mondains, vous pouvez dire, voilà, c'est la petite anecdote. Ce qui est intéressant avec cet album, c'est que Harry essaye encore un peu de prouver quelque chose. Il y a quelque chose de volontaire dans le choix du rock, presque une posture,
Comme s'il disait, regardez, je suis un artiste sérieux. Ce n'est pas un défaut, mais on sent l'effort qu'il veut faire pendant cette première éra, je dirais ça comme ça. Ouais. Désolée, il a fallu que je glisse Taylor Swift. Malgré tout, Sign of the Time reste un titre remarquable. Lyriquement parlant, c'est assez ouvert, ça parle de fin, de chaos, de continuer malgré tout, et vocalement, on peut dire qu'il est impressionnant. Il a une voix avec beaucoup de texture, et là, il laisse exister pour la première fois, eh bien, toute sa taciture de voix. Là où dans One Direction, on était plutôt sur quelque chose un peu, on va dire, de monocorde, si je peux dire ça comme ça. Oui, bah c'est vrai que quand on reprend les auditions à X Factor, bon, bah, c'était pas grandiose, on va pas se mentir, hein. On sent quelque chose de beaucoup plus mature. Et ensuite, Harry Styles ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il a sorti un nouvel album en 2019, Fine Line, où il a choisi plutôt la vulnérabilité comme un choix artistique. Par cette vulnérabilité, il y a vraiment un changement de registre important. Fine Line, il est beaucoup plus psychédélique, plus pop, plus émotionnel. Et il y a des influences très 70s, mais aussi plus funk, plus soul. On est surtout sur un Harry qui arrête de performer sur une image et qui commence vraiment à se dévoiler. Watermelon Sugar, c'est le tube. Je pense que tout le monde l'a écouté en long, en large, en travers. Il passait énormément en radio quand il est sorti. C'est ce qui fait que tout le monde connaît, même sans connaître l'album et sans même savoir que parfois c'est Harry Styles. Mais ce qui nous intéresse davantage, ce sont des titres comme Sherry ou Falling. Sherry, c'est une rupture racontée du point de vue de quelqu'un qui souffre encore. On l'avait abordé dans notre épisode de pourquoi les albums de rupture sont les meilleurs. Si vous avez été assidu, vous savez qu'à la fin, il y a la voix de son ex en message vocal, la fameuse Camille Rowe. C'est très cru, c'est très exposé pour un artiste de son niveau de célébrité. C'était vraiment un choix courageux et ça a fait de Cherry une bonne chanson quand même. Oui. Et ensuite, on a Falling. C'est un titre sur la dépression, en tout cas sur l'impression de ne plus savoir qui on est. What if I am someone I don't want around? Et qui veut dire en français, et si j'étais quelqu'un dont je veux pas m'entourer? C'est vraiment une question difficile à poser publiquement, surtout quand on est Harry Styles. Fine Line, c'est l'album où il commence à assumer la vulnérabilité masculine d'une façon très directe. Ça coïncide un petit peu avec l'évolution de son image. La mode, les couleurs, on a les ongles vernis, c'est l'arrivée des paillettes dans ses outfits, et ça va dans le même sens que l'évolution de son image. Il s'autorise à être un petit peu plus complexe. Et je vais laisser la main à Elvin qui va vous présenter les deux derniers albums d'Harry Styles, notamment le troisième qui est un de mes préférés d'Harry Styles. Et oui, désolée de te voler ton préféré. Je vais donc bien sûr vous parler de Harry's House, qui est sorti en 2022. Celui-ci, c'est vraiment différent. On est sur quelque chose de plus intime, plus pop, mais dans le bon sens du terme. C'est inventif, c'est léger en surface, mais beaucoup plus profond quand tu écoutes les textes. Il y a aussi des influences très Johnny Mitchell qui sont super marquées. Ça sonne comme quelqu'un qui a un peu trouvé sa maison, au sens métaphorique bien sûr. As It Was, c'est le tube planétaire de cet album. Alors celui-ci, on se l'entend à tous les débuts de concert pop. Je sais pas si c'est le cas pour toi, Anaïs, mais celui-ci, Oui, tout le temps, il est dans la playlist des ouais. artistes. Bah, par exemple, quand je suis allée voir Benson Boone, As It Was, on avait une fosse de gens hystériques qui se sont mis à hurler Live America pendant le titre. Donc, voilà, bref, c'est la petite aparté. Et c'est intéressant justement parce que c'est une chanson sur l'impossibilité de revenir en arrière, sur la solitude post-pandémie, sur quelqu'un qui t'appelle mais que toi, bah, tu n'es plus capable de répondre comme avant. C'est triste, mais ça sonne d'une façon euphorique. Ce décalage-là, c'est très Harry Styles. Ensuite, on a la chanson Mathilda. On ne peut clairement pas passer à côté de Mathilda. C'est probablement la chanson la plus importante de cet album de façon émotionnelle. C'est une chanson adressée à quelqu'un, probablement une femme, peut-être une amie, qui lui dit « Tu n'avais pas à vivre ce que tu as vécu dans ton enfance et tu n'as pas à pardonner si tu ne veux pas. You don't have to be sorry for doing it on your own », qui veut dire « Tu n'as pas à t'excuser de le faire tout seul ». C'est une permission de guérir sans réconciliation forcée. Et ça, dans une chanson pop grand public, c'est rare.
Harry's House, c'est l'album d'un mec qui n'essaye plus de prouver quoi que ce soit. Il fait enfin ce qui lui plaît, il parle de ce qu'il ressent, et paradoxalement, c'est là que ça marche le mieux. Je continue avec le dernier album qui est très actuel. On parle de Kiss All the Time, Disco Occasionally. On dirait à la fois le nom d'un album ou alors même une phrase écrite à 2 heures du matin sur une serviette dans un bar. C'est un peu aussi une philosophie de vie plutôt fragile. L'album, donc comme je vous le disais, est sorti cette année. Il est sorti le 6 mars 2026. Et honnêtement, c'est peut-être son projet le plus libre jusqu'ici. Là où Harry's House donnait l'impression d'une maison intérieure, d'un refuge intime, cet album ressemble davantage à une ville la nuit. Il y a des lumières partout, des gens qui dansent, des moments d'euphorie, et cette sensation bizarre d'être parfois seul au milieu du bruit. Musicalement, on change un petit peu de registre, il plonge encore plus loin dans les influences disco et funk qu'il avait déjà un petit peu touché avant. Des basses très rondes, des batteries très dansantes, des morceaux qui donnent envie de bouger immédiatement. Mais Harry fait toujours ce truc où derrière la fête, il y a une espèce de nostalgie permanente. C'est ça qui est frappant avec lui. Il écrit souvent des chansons qui sonnent heureuses et sur lesquelles on a toujours envie de danser, alors qu'au final, quand on les écoute, elles parlent souvent de manque, d'absence ou encore de difficulté à rester connecté aux autres. Et cet album pousse encore plus ce contraste. Il y a beaucoup de morceaux qui parlent du désir de vivre pleinement le moment présent. Par exemple, embrasser quelqu'un, sortir, disparaître dans la musique, arrêter de réfléchir pendant des heures et des heures. Mais en même temps, on sent constamment la peur que tout ça ne dure pas, que ce soit éphémère. Et le disco fonctionne parfaitement pour ça, d'ailleurs. Historiquement, la musique disco a souvent été une musique de libération, mais aussi une musique très mélancolique. Tu danses parce que la vie est fragile. Et justement, Harry comprend très bien cette émotion-là. Ce qui change aussi ici, c'est qu'il semble beaucoup moins préoccupé par l'idée de prouver quelque chose artistiquement. Et oui, je fais juste une petite aparté parce que, alors je fais pas partie des Harrys vraiment fan inconditionnels, mais pour avoir plusieurs amis qui aiment l'artiste, etc. Cet album, il est à la fois, il sort un petit peu du lot de ces quatre albums, mais à la fois il est très déroutant pour la fanbase. Ils ont un peu du mal à raccrocher les wagons de ce que il veut transmettre. Je vais pas m'étaler trop longtemps parce que je suis pas non plus une spécialiste, mais beaucoup attendent la tournée qui va commencer là dans quelques jours, parce que pour vous dire, on enregistre le 14 mai et sa première date sera le 16 mai à Amsterdam. Déjà que sa tournée a fait un peu polémique de par ses prix, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont Dubitatif. ouais, dubitatifs par rapport à ce qui va se faire sur scène, par rapport à l'énergie de l'album, etc. Parce que c'est un album sur lequel il a très peu communiqué par rapport à ses autres promos, par exemple. Voilà. Ouais, les gens Le sont petit point, perplexes et attendent la première date pour se faire une idée de ce que ça va donner en gros, c'est ça. ouais, c'est ça. Revenons à nos moutons. Donc on disait que sur le premier album, il voulait montrer qu'il était crédible. Ensuite, sur le second, Fine Line, il voulait montrer sa vulnérabilité. Sur le troisième, Harry's House, il cherchait une forme d'équilibre. Et puis bah là, sur le dernier, on dirait juste qu'il suit ses envies. Mais c'est justement peut-être là que ça a perdu certains fans. Ouais, je pense. Donc c'est vrai qu'il mélange plein d'ambiances sans chercher à tout rendre parfaitement homogène. Il y a des morceaux très expansifs, presque euphoriques, et d'autres beaucoup plus calmes, presque flottants. Par moments, ça ressemble à une fête géante, et à d'autres, à l'after quand tout le monde est parti. Vocalement aussi, il paraît plus relâché. Il ne surjoue plus certaines émotions, il laisse respirer sa voix, il accepte les silences, les imperfections. Ça donne quelque chose de plus humain. Bah, personnellement, je pense que c'est un album sur le lâcher-prise finalement. C'est une idée d'accepter que tout soit temporaire, les relations, les versions de soi-même, les moments heureux. Au lieu d'essayer de retenir tout ça, il essaye juste de le vivre pleinement pendant que ça existe. Et c'est peut-être pour ça que l'album sonne aussi vivant, parce qu'il n'essaye pas de figer une image parfaite de Harry Styles, il accepte tout simplement le mouvement. Et pour la troisième partie, on va parler de ce qu'il représente au-delà de la musique. Parce que Harry Styles, c'est aussi une présence visuelle et culturelle très forte et ça mérite qu'on en parle. Il est devenu une figure de la mode androgyne très rapidement. On a eu des boas, on a eu des robes, on a eu des ongles, on a eu du maquillage. Il a fait tout simplement la couverture de Vogue en robe et en costume. Il porte des tenues qui brouillent un peu les codes des genres habituels pour un homme dans l'espace public. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas ça avec un discours militant très construit. Il ne dit pas je milite pour X ou Y, il le fait, il laisse les gens interpréter.
ça peut énerver certains qui disent que clairement, il dit pas qui il est. Et ça fascine d'autres qui disent que ça lui appartient. Il y a un débat légitime là-dessus d'ailleurs, c'est est-ce qu'il y a de la fluidité vraiment assumée ou est-ce que c'est juste une question d'esthétique? Est-ce qu'il profite d'une image queer sans vraiment s'engager? Dernièrement, il a été accusé de ça avec la sortie de son dernier clip, notamment de faire du queer baiting. Je pense que chacun a sa lecture, mais que l'impact culturel, lui, il est réel. Il donne une visibilité à des façons d'habiter son corps, son genre, qui sont moins représentées, et ça permet d'une certaine manière d'ouvrir les consciences, même si c'est pas forcément fait de manière, on va dire, correcte. Et pour beaucoup de gens, en particulier des jeunes ou des ados, le voir dans un boa ou avec des ongles vernis sur une scène mondiale, ça a un effet. Et c'est pas anodin. Ça permet vraiment d'amener une ouverture d'esprit. On ne pouvait pas parler de Harry Styles sans parler de ses relations. Alors on va pas s'étendre vitam aeternam là-dessus parce que c'est juste pour poser un petit peu le contexte parce que cette question elle revient régulièrement et que c'est souvent dans les tabloïds, etc. On va mentionner brièvement ses relations, on va dire les plus célèbres parce que il a eu des relations publiques connues. C'est grâce à lui qu'on a l'album 1999 parce que il est sorti avec Taylor Swift en 2012 Et merci à lui. et ensuite et ensuite ça il y a eu une relation avec Olivia Wilde qu'il a rencontrée pendant le tournage de Don't Worry Darling. On va pas rentrer dans le détail mais ce qu'on peut dire, c'est que ces relations, elles sont souvent alimentées les spéculations, et notamment des spéculations sur son orientation sexuelle. Ça reste quelque chose qui n'a jamais vraiment été catégorisé. Pour le coup, il ne s'est jamais exprimé là-dessus, et c'est totalement son droit. Ce qui est sûr, c'est que sa musique, elle a beaucoup parlé d'amour, elle a beaucoup parlé de perte de façon très universelle, et c'est peut-être la meilleure réponse qu'il donne. Effectivement, et c'est vrai que bah, les gens ont des attentes sur ses relations, mais c'est aussi parce que il a une fandom assez importante et il y a toute une culture du parasocial qui va avec. Forcément, on peut pas parler de Harry Styles sans parler de cette fameuse fandom. Elle est particulièrement intense. Donc les Harrys. Avant, bien sûr, il y avait les Directioners. Il y a une histoire très très longue de fans qui ont grandi avec lui parce qu'elles avaient 16-17 ans, enfin, elles avaient 16-17 ans en même temps que lui. Et ça a créé un lien très particulier, presque comme une relation parallèle. Alors, pour vous expliquer, la culture parasociale, c'est quand on développe une relation émotionnelle très forte avec une personnalité publique qui ne sait pas qu'on existe. Voilà. En gros, moi qui pense me marier avec Benson Boone alors qu'il ne sait pas que j'existe, par exemple. Alors, je vous rassure, c'est pas du tout pathologique, bien sûr. On a tous des artistes qui comptent énormément pour nous. Mais c'est vrai qu'avec Harry Styles, il y a des fois où ça a un petit peu dépassé les bornes. On a vu des comportements super intrusifs, des théories très construites sur sa vie privée, ou encore des disputes entre fans sur ce qu'il devrait être ou sur ce qu'il devrait dire. Et lui, pour le coup, il a très peu répondu à ça de façon directe. Ce qui est à la fois sain, je dirais quand même, parce que ça, il protège sa vie privée quelque part, mais d'un autre côté, c'est plutôt frustrant pour les fans qui attendent parfois une validation. C'est une tension qui existe avec beaucoup de célébrités, mais c'est vrai qu'avec lui, elle est particulièrement visible. Et pour la petite aparté, il y a eu, je pense que ça va vous parler, sur Prime Video, il y a eu un film qui est sorti dernièrement avec Anna Hathaway qui était L'idée d'être avec toi. Il me semble que c'est ça le titre. Oui. Il a été tiré d'une fanfiction qui a été publiée sur Wattpad, qui a ensuite été un roman. Et devinez qui c'est qui a inspiré cette fanfiction. Je dirais Harry Styles peut-être. Et oui, c'est bien Harry Styles voilà, qui a inspiré cette fanfiction sur Wattpad. Et il y en a sûrement une multitude. Il y a aussi il y a eu beaucoup de disputes sur, entre directionneurs et même après, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il aurait été en couple avec un certain membre du groupe, etc. Enfin voilà. Donc ça a toujours été sujet à beaucoup de spéculations et au grand désarroi des femmes, oh, le lapsus, des fans, il n'a jamais démenti quoi que ce soit. Voilà. Ouais, bah c'est un move justement qui laisse les gens un peu perplexes parce que, comme on dit souvent, qui ne dit mot consent, mais ça veut pas dire qu'il valide forcément les rumeurs, mais voilà, les démentir, est-ce que ça permettrait de mettre une fin à l'alimentation de ces rumeurs? Je ne sais pas. Je ne pense pas non plus. Ça pourrait être un bon sujet de philo, voilà. On vous laisse Ouais, plancher sur cette question. carrément.
On arrive à la dernière partie, donc plutôt une analyse émotionnelle sur ce que sa musique dit vraiment. C'est vrai que si on devait résumer ce que Harry Styles dit émotionnellement à travers sa musique, enfin le fil conducteur, je vais te poser la question, Anaïs, ce serait quoi pour toi? Mais pour moi, il y a deux points importants. Il y a le fait que il a toujours été un peu dans une quête d'une identité qui t'appartient vraiment. On est quand même sur un mec qui est issu d'un boys band qui a été très formaté et on sent qu'au fur et à mesure de ses albums, il essaye de s'émanciper de ces codes-là, même si ça peut amener à déboussoler un petit peu sa fanbase. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière, on sent qu'il aspire à aller vers quelque chose qui lui ressemble plus, même si ça ne plaît pas à 100% de son public d'une certaine manière. Et l'autre chose qui me touche aussi, c'est que dans ses textes, il résout jamais vraiment les choses. On a Mathilda, par exemple, où il ne dit pas que finalement j'ai pardonné et tout va bien. Voilà, il laisse planer le doute. C'est un peu sa spécialité à Harry Styles. Ensuite, on a As It Was, où il ne dit pas vraiment non plus j'ai trouvé comment revenir à ce que j'étais. Il laisse juste les choses ouvertes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun peut en faire son interprétation. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord et je pense que c'est aussi pour ça que ça résonne autant auprès de pas mal de monde. Parce que bah, dans la vraie vie, on va pas se mentir, les choses, elles se résolvent rarement de façon parfaite, hein. On grandit et on évolue souvent bah, avec des blessures qui n'ont pas été entièrement réglées ou guéries. Et lui, justement, il est là pour dire bah, c'est OK. Et c'est OK d'être dans cet état-là, c'est OK d'être dans cet entre-deux. Et il y a justement quelque chose de très doux dans sa façon d'aborder la douleur. On n'est pas sur quelque chose de spectaculaire, au contraire, on est plus sur de la tendresse. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est vraiment ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup à creuser derrière les paillettes, derrière les boas, derrière cette personnalité parfois un peu excentrique. Même si on adore les paillettes. Oui, même si on adore les paillettes. Mais si vous voulez le découvrir ou l'écouter autrement, eh bien voilà, quatre portes d'entrée selon votre mood. On a la version un petit peu plus rock avec Sing of the Time. Si vous voulez pleurer un bon coup, je vous conseille Mathilda. Tester et approuver. Si vous voulez quelque chose de plus intime, il y a Falling. Et si vous voulez danser jusqu'à oublier vos problèmes pendant 3 minutes 30, je vous invite à plonger dans Kiss All the Time, Disco Ocosinali. On revient très vite avec un autre épisode. En attendant, si cet épisode vous a plu, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'une petite introduction à Harry Styles ou à une fan, tout simplement. On sait qu'il y aura forcément quelqu'un dans votre entourage qui pourra écouter cet épisode-là. Bien entendu, n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes de streaming. Vous commencez à connaître la chanson. Je vais pas me répéter. En attendant, prenez soin de vous. On vous souhaite une bonne journée, après-midi, matinée, soirée, selon le moment où vous nous écoutez. À très vite. Ciao! Ciao!